Ici dans Talk Show, eh bien c'est une émission, on est en mode détente et on parle en toute simplicité de santé mentale. Bah oui, parce que nous, on n'a pas peur de santé mentale. Alors quand je dis nous, je dis moi, Marie-Letty, mais je serai accompagnée aussi de deux chroniqueurs, Annabelle et Stéphane, que vous allez découvrir dans un instant. Mais tout de suite, je vous propose de rencontrer mon invité qui est Véro Kratzborn. Bonjour. Bonjour, merci pour cette invitation. Eh bien, bienvenue à toi. Alors oui, on a décidé de tous se tutoyer, même si Véro, on ne se connaît pas encore assez bien. Mais voilà, comme je vous disais, on est en mode détente, donc on se tutoie. Et toi non plus, tu n'es pas venue seule, puisque tu es venue avec un très beau film, La forêt de mon père, que j'ai ici en DVD. Qu'on peut voir, hein. C'est un magnifique film. Est-ce que tu peux pitcher ton film? Alors, La forêt de mon père raconte dans une famille aimante, où il y a un papa qui est joué par Alban Lenoir, une maman, Ludivine Sagnier, l'irruption de la maladie psychique et comment cette maladie va impacter le quotidien de la famille. On n'est pas dans le fait divers. Et comment est-ce que dans cette famille qui s'aime, comment l'amour voilà, va résister aussi, comment faire par rapport à ce qui se passe pour comprendre. On est à hauteur d'enfant, à hauteur de Gina qui a 15 ans, qui est le personnage principal, qui est joué par Léonie Souchot. Et elle ne comprend pas ce qui se passe, puisque comme tu l'as dit, la maladie psychique, voilà, c'est encore un tabou. Malheureusement, dans notre société, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle veut comprendre ce qui se passe. Elle résiste aussi parce qu'elle aime son père et elle voudrait le sauver. Et donc, du coup, c'est tout ce parcours qu'elle va faire vers la lumière, vers elle-même, vers aussi la compréhension, l'acceptation et une ouverture vers l'espoir, vers demain. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film, mais avant d'aller dans le vif du sujet, dans la santé mentale, puisque c'est l'objet de cette émission, Talk Show, eh bien, on va regarder la bande-annonce. Ouais, c'est une petite vacances! Il croit que la forêt est à lui, mais elle est à tout le monde. Tout est à nous. Ouais. Laissez les enfants, j'arrive pas à me concentrer. Pourquoi t'as acheté la télé? J'en rachèterai une. Avec quel argent? Qu'est-ce qui s'est fait virer? Ça suffit. Arrête de compter. Prenez tout ce que vous voulez. On n'a qu'à tout laisser ici. Ils verront pas. Attendez-moi dehors, les enfants. On va rentrer par la forêt. Venez avec nous, s'il vous plaît. Lâchez-le! C'est grave. C'est un début d'épisode psychotique. Il a besoin de soins. Vous devez penser à vous. À vos enfants. Je peux pas lui faire ça. Il sera très bien soigné. Tu vas t'enfermer, c'est ça la vérité. Mais qu'est-ce que tu crois? Je crois que c'est facile pour moi. Gina! Vous êtes tous tarés ou c'est juste votre père? Tu crois que je serai comme papa? Vous savez pas le croire, vous savez pas le croire. Lève-toi. Toi. Alors, magnifique film, hein, je l'ai vu, et magnifique interprétation de Léonie Souchot, qui interprète Gina. Comment est-ce que ça t'est venu, cette idée de film? Parce que c'est une fiction. Alors, La forêt de mon père, c'est une histoire que je porte en moi depuis assez longtemps, qui m'est proche, mais je n'avais pas envie d'en faire un documentaire. Je ne voulais pas que ce soit un copier-coller de vécu. Je voulais accueillir les histoires des autres. C'était très important pour moi. Et donc, c'est pour cela que j'ai eu besoin, d'une part, de faire une formation pour adultes. Donc, je suis retournée à l'école. Voilà. À 40 ans, donc voilà, de retourner à l'école pour apprendre à écrire un long métrage, coécrit avec deux autres co-auteurs pour arriver au bout du chemin à avoir ce scénario, rencontrer ces acteurs qui sont Alban Lenoir et Ludivine Sagnier, pardon, 2 ans avant le tournage, et puis construire aussi, parce que le cinéma c'est un travail d'équipe, construire aussi ce parcours. Moi, ce que j'avais envie de raconter, c'est quelque chose qui s'éloigne des représentations stéréotypées. C'est-à-dire que quand on montre ce qu'on appelle la folie, voilà, c'est souvent des représentations assez laides, qui font peur,
puisque ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à une personne sur 5, donc ça fait peur. Et donc on est dans quelque chose d'assez, dans le sensationnalisme, dans quelque chose qui est hors de portée. Et moi j'avais envie de raconter quelque chose d'à la fois doux, mais de grave, de quelque chose qui rende compte aussi de l'amour. Parce que là, ce qui est vraiment vrai dans ce film, de ce que j'ai vécu, c'est cet amour dont je n'ai jamais manqué, et cet amour qui a uni mes parents, et qui les unit toujours. Et d'ailleurs, lors de l'avant-première, il y a toute votre famille qui est venue voir ce film et votre papa vous a dit qu'il était fier de vous. Oui. Qu'est-ce que ça vous a fait? Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il vous dise ça? Alors déjà, je n'avais pas demandé l'autorisation pour faire ce film, parce que je suis du XXe siècle, donc du coup, je suis quand même assez grande, je n'avais pas demandé l'autorisation, mais mon père m'avait fait toujours confiance. C'est-à-dire qu'il avait confiance dans l'histoire que je voulais raconter. Oui, mais parce que justement, il y avait cet amour déjà. Je pense qu'il y avait en même temps un petit peu d'appréhension. La même question peut-être qui s'est posée pour toi au début, c'est voilà, d'où ça vient, est-ce que c'est pas trop proche et tout. Donc l'avant-première du film mondial, en première mondiale, donc il y avait aussi les acteurs et les actrices qui étaient là. C'était en Belgique et donc ils sont venus. Mon père a vu le film et quand il m'a dit ça, ça m'a fait du bien parce que d'abord je suis la fille de mon père. Même si mon père vit avec un trouble, c'est mon père avant toute chose. C'est voilà, c'est un parent. Moi je suis sa fille et comme toute fille, j'ai eu besoin de ce regard bienveillant de mon père, mais aussi de ma mère et toute la famille. C'est un film qui a libéré la parole aussi entre nous. Comme il a pu la libérer dans toutes les projections que j'ai pu faire en l'accompagnant. Parce que tu as reçu beaucoup de lettres de témoignages à l'issue de... C'est sorti en juillet 2020, donc c'est ce petit laps de temps où on avait encore l'autorisation d'aller au cinéma, donc c'est une chance quand même en 2020 d'avoir pu sortir ton film. À la fois c'était un film qui peut être vu comme un film de cinéma sur la forêt avec des acteurs, et c'est ça aussi mon envie, c'était d'avoir la chance d'être accompagnée par Ludivine Sagnier et Alban Lenoir, donc d'avoir des gens qui vont voir un film avec ces magnifiques acteurs et actrices, et donc ils découvrent autre chose. Donc j'ai eu ce type de réaction. Et d'autres personnes, dont une très belle lettre, dont je me rappellerai toujours, de Laetitia, qui est infirmière à Annecy, voilà, qui avait l'impression que le film était autobiographique et qui terminait sa lettre par « ce film vaut toutes les thérapies ». Et voilà, c'était vraiment quelque chose d'assez fort. Alors c'est vrai que là sur la bande-annonce, c'est un peu le côté frisson. Enfin, quand on regarde la bande-annonce, on a les poils qui se dressent un petit peu comme ça, mais le film en lui-même est quand même très lumineux et c'est une belle histoire qui, je ne vais pas dire la fin, je vais rien dire, je ne vais pas aller plus loin dans mon commentaire, mais qui parle aussi beaucoup des enfants. Qui ont un proche qui est atteint ou qui a été atteint d'un trouble psy. Et vous les appelez les enfants oubliés? Ce n'est pas moi qui les appelle ainsi. En fait, les enfants oubliés, les Forgotten Children, c'est en 2009. C'est un congrès qui s'est déroulé à Vilnius qui a appelé, voilà, il s'est dit « Oh, tiens !» les personnes qui ont des troubles, elles ont aussi des enfants. Elles sont les citoyens comme les autres, ils sont papa, maman comme les autres. Donc voilà, donc ça, c'est pas moi qui les ai appelés comme ça, c'est depuis 2009. Et moi, je me dis, ça fait longtemps que je suis un peu investie aussi dans des associations, mais qu'est-ce qu'on fait pour nous? Est-ce qu'on nous met dans des cases, comme on peut mettre dans des cases les personnes? C'est-à-dire, comme tu es un père, une mère ou un frère, une sœur, hein, quand on parle de proche, c'est proche au sens large. Voilà, il va t'arriver la même chose, c'est du côté de la prédiction. Qu'est-ce qu'on prédit pour toi? Est-ce qu'on doit te protéger? Et est-ce qu'on protège trop? Du coup, on coupe le lien et ce lien d'amour. Ou est-ce qu'on te dit, voilà, tu as une injonction, il faut que tu aides, donc tu es naturellement. Donc voilà. Et tout ça, c'est des choses, moi, que j'ai vécues intimement, qui m'ont énormément questionnée. Et c'est pour ça que quand on parle de Forgotten Children, on se rend compte d'une part qu'on n'est pas tout seul. Il y a en ce moment pas mal d'associations. J'ai rencontré Comip Italia, j'ai rencontré des Grecs, j'ai rencontré des Portugais. J'ai discuté, parce que le film a voyagé aussi à l'étranger, j'ai rencontré des Irlandais. Et on se rend compte que cette situation d'enfant n'est pas prise en compte souvent, parce que aussi du côté de la parentalité des personnes, elle n'est pas souvent prise en compte aussi, oui. Malheureusement. D'ailleurs, on voit Carole, donc, qui est la mère, jouée par Ludivine Sagnier.
mais se retrouver seule elle-même. Il y a pas, dans le film, on ne voit pas d'autres membres de la famille, un frère du père, une mère, un père intervenir dans ce qui se passe, dans le déroulement du film, et elle se sent complètement seule. Et il y a même une image, moi, qui m'a marquée, c'est qu'on voit Ludivine Sagnier, à un moment, ils attendent le bus, et elle est dos à ses enfants. Et comme si elle ne voulait pas faire face à ce qu'elle est en train de vivre, et elle veut pas, elle ne sait pas peut-être expliquer à ses enfants ce qui se passe. Mais c'est ça exactement, c'est les mots. Quels mots est-ce qu'on met sur ces troubles, ces maladies? Quels mots est-ce qu'on donne aussi à la personne qui vit auprès d'un proche? Qu'est-ce qu'on lui donne? Alors on va lui dire décompensation, on va lui dire épisode psychotique, on va lui dire tout ça. Et donc du coup, comme déjà il y a énormément de stigmatisation autour de ces maladies, ben, du coup ça fait peur. Moi j'ai un milieu assez populaire où comprendre ces mots, c'est compliqué. Du coup, comme on ne comprend pas, on n'ose pas aussi. Oui, on ne veut pas se faire passer pour quelqu'un d'idiot. Voilà. Et donc du coup, ça, il y a ça, il y a cette solitude. Alors je veux juste rappeler que mon film, c'est un premier long métrage, donc avec un budget limité et qu'on fait aussi au cinéma avec ce qu'on a. Et donc du coup, je trouvais aussi que voilà, cette contrainte que j'ai eue de budget m'a permis d'appuyer sur cette solitude. Je viens de la campagne, je viens d'un monde rural, et voilà, et je pense qu'il faut qu'on se rende compte que on ne peut pas toujours aller chercher de l'aide. Ça place dans une drôle de situation, on a l'impression qu'on est assisté. Il faut aussi aller vers l'autre. Et aller vers l'autre, c'est vraiment extrêmement important. C'est un appel, moi, du fond de mon cœur, de dire, vous voyez quelqu'un, allez vers lui, attendez pas forcément qu'il vienne vers vous. Alors on va rester dans la forêt, Véro. On va aller faire une petite balade dans une forêt. Et c'est toi, Annabelle. Oui, alors moi je vais. Si, dans une forêt avec des gemmes. C'est quoi des gemmes? Alors je partais avec des GEM. Alors des GEM, c'est GEM. C'est un groupe d'entraide mutuelle. Alors ça, c'est par rapport à votre film, ça répond vraiment à l'isolement en fait. Le problème de l'isolement. En gros, c'est la Fondation Falleret qui en gère, par exemple, il y en a 13 en Ile-de-France. L'idée, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont des troubles psychiques, qui se retrouvent pour faire des activités, parce qu'effectivement, malheureusement, les personnes atteintes de ces troubles ont un spectre social un peu plus restreint, parce que des fois, la maladie fait peur, et c'est un grand mot, mais oui, il y a plein de eux-mêmes s'isolent. Il y a plein de problématiques qui se mettent autour. Eux-mêmes s'isolent, et l'idée, c'est vraiment de créer un groupe de potes en fait qui se retrouvent pour. C'est très association. Voilà, c'est une association. Et donc là, je suis partie en forêt avec eux, et c'était un moment génial parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils s'éclatent, ils rigolent, et il y a toutes ces barrières que nous, on peut. Personne, je dirais, je ne sais même pas comment dire, ordinaire. Ouais. C'est eux, ils sont extraordinaires, nous on est ordinaires. Mais non, mais il n'y a même pas de mots, mais c'est-à-dire qu'ils oublient un peu ces barrières-là et ils sont naturels. Alors que, vous allez voir dans le reportage, je vous emmène en balade et puis on en parle après, ce sera plus simple. Alors on y va. Alors moi je suis Ilyes Bagdadi, je suis aussi animateur au sein du GEM Équilibre qui est situé au Chenière au Concours. Mon rôle à moi c'est de créer des activités, proposer des activités aux adhérents qui viennent dans l'association. Là on est parti faire une balade avec ceux qui se sont inscrits à l'activité. Du coup ça peut aussi créer des liens, ils peuvent aussi trouver des points communs avec certaines personnes. Et du coup ça peut créer aussi des amitiés à l'extérieur, ça existe ça. Enfin, famille, convivialité, partage. Le fait de pas s'auto-juger. Ouais, petit couple du jeune. Martine et Eric. En balade, content d'être dehors, un peu. On sort du Covid là, du contexte enfermé, toujours enfermé, il y en a marre. Il y en a marre. Il propose des sorties à destination de ces personnes en situation de handicap. Donc
à rompre un petit peu avec l'isolement. C'est l'occasion de prendre l'air parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris l'air à cause du Covid. Alors en fait moi j'ai pris l'initiative il y a très peu de temps de couper tous les réseaux. J'ai plus Facebook, j'ai plus Instagram, j'ai plus Snapchat et je vais marcher en forêt. Je suis plus devant mon écran à tchatcher à tout va. Je parle avec d'autres personnes et je me ressource et je respire l'air. Il y a de la joie, la 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 la, de la joie, il y a de la joie. Comme elle, finalement, on devrait se couper les réseaux sociaux, des écrans et aller en forêt. Enfin non, restez encore un petit peu avec nous parce qu'on a des choses à se dire. Alors les GEM, groupes d'entraide mutuelle, ce sont des personnes qui sont atteintes de troubles psy, quels que soient les troubles, et qui sont entre elles et qui gèrent leur association. C'est ça, c'est une asso et c'est eux qui gèrent. Donc s'ils veulent aller faire les sols, s'ils veulent aller, je sais pas, jouer aux échecs, faire des crêpes, c'est vraiment eux qui font leur programme et leurs envies en fait. Et c'est vrai qu'on les voit, ils sont vraiment complices là, les deux compères là qu'on voit à la fin qui chantent il y a de la joie. Mais je me suis pliée à bidonner pendant tout le trajet avec eux. Puis alors, en plus, je sais pas, il avait prévu des sandwichs, alors il se filait plein de bouffe en parallèle. Ils parlent entre eux. Ouais, mais d'autres choses en fait que de leur pathologie, et c'est ça qui leur fait du bien. C'est qu'il n'y a pas que ça, quoi. Oui, il y en a un qui bégaye, oui, il y en a un qui... je sais plus quoi. Et d'ailleurs, il y en a une qui est extraordinaire, c'est Élodie, la jeune fille que vous avez vue, là, qui a témoigné. Elle, il y a 5 ans, 6 ans, elle avait postulé pour être animatrice dans les GEM, dans les groupes d'entraide mutuelle, pour justement animer le groupe. Et il se trouve qu'on lui a trouvé un trouble de la bipolarité. Et donc là, elle s'est dit, mince, donc elle a arrêté le travail, elle s'est retrouvée un petit peu isolée. Elle s'est dit, mais mince, je me rappelle, j'avais postulé pour GEM. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller. Donc elle a eu ce recul sur elle-même, où elle s'est dit, bah, pourquoi pas moi, enfin, je veux dire, finalement. Et donc elle y allait, maintenant, elle est vraiment épanouie. C'est elle qui a coupé tous les réseaux sociaux, qui fait des câlins aux arbres, d'ailleurs. Vous n'avez pas vu, mais moi, je l'ai vu. Non, je trouve que c'est une super initiative. Il y en a un peu partout. Et il faut vraiment... Et l'insertion dans les GEM, donc c'est une association, donc c'est une adhésion de 24 €, mais on ne rentre pas comme ça, on attend un mois. C'est-à-dire que vous pouvez tester pendant un mois l'association, voir si ça vous plaît, et à partir de un mois, si vous dites, bah moi ça me plaît, on y rentre. Vous n'êtes pas obligé tout de suite d'adhérer au truc et de payer tout de suite pour rentrer donc dans le... Donc là, c'est le GEM du 78, il y en a du Chesnay. Alors, il y en a 13 dans les Yvelines. Il y en a un peu partout en France. 13 dans l'Île-de-France. En Île-de-France. Ouais. Oui, effectivement, Île-de-France. Oui, il n'y a pas que le 78 dans l'Île-de-France, il y a d'autres départements. Non, il y en a un peu partout. Après, il faut vraiment aller sur le site GEM, donc G-E-M, et vous verrez où est-ce qu'il y en a. GEM Falleret. Voilà, au GEM de la Fondation Falleret, effectivement. Voilà, et je trouve qu'il y a un lien avec votre film, parce que en se promenant, on oublie le trouble, en fait. Je ne les ai pas vus... Enfin, j'y suis allée en me disant, mince, comment je vais aborder le sujet, comment je vais marcher, je ne savais pas du tout. Et je me suis ressortie avec des amis, quoi, vraiment. Et à chanter, il y a de la joie. Et à manger du fromage, je suis très contente. Oui, parce que tu n'avais rien apporté à manger, non, bien sûr. Évidemment. Alors, La forêt de mon père, c'est toi qui as choisi le titre ? La forêt de mon père, on l'a trouvée proche de la sortie. Elle s'est longtemps appelée les Châtelains parce que la maman, dans un scénario, c'est plein de couches. Voilà, il faut être tenace. C'est une longue aventure. La maman avait plein de clés de différentes villas où elle allait travailler, donc ça s'appelait les Châtelains. Et ensuite, la forêt de mon père a été trouvée. D'une part, c'était bien de dire de mon père, donc le point de vue, d'affirmer le point de vue de la jeune fille, de Gina. Et d'autre part, parce que la forêt... c'est quelque chose effectivement où on peut se ressourcer et j'étais assez touchée par le reportage du fait qu'ils sont en mouvement. Donc voilà, dans la forêt, c'est comme un être avec voilà, les sous-bois, les cimes des arbres. Elle nous a manqué beaucoup dans certaines périodes qu'on a vécues, on devait rester chez nous. Oui. Et c'est aussi la forêt, pour moi, c'est un peu la manière dont je me représente la maladie psychique, donc avec ses côtés très lumineux, extraordinaires, vivants, en forêt, aucun chemin n'est droit, aussi, sauf ceux qui sont faits par les hommes. Et puis la nuit, ça peut devenir un peu angoissant. Il y a des recoins sombres, mais voilà. Mais il y a quand même des clairières, il y a quand même de la lumière. Et même la nuit, il y a des scènes qui sont tournées la nuit.
C'est assez rare, mais elles sont bien tournées, on voit bien, on voit bien tout ce qui se passe. C'est de la nuit américaine, petit secret de tournage. Parce que nous avions des enfants. On avait des enfants. Ah mais moi j'étais à fond dans le film, alors ça allait bien avec la forêt du conte, mais c'était avec les enfants, on sait qu'on ne peut pas tourner en pleine nuit, et donc du coup on a tourné 2 jours. Oui, parce qu'il y a une petite fille. Pour passer la nuit, sauf la forêt de la faim, parce que dans les nuits américaines, faire du feu, c'est pas possible. Faut pas dire la fin. Mais dans le film, en tout cas, il y a le parcours dans la forêt de l'arbre de vie du début. On ouvre sur une forêt très préservée. Magnifique, ouais. Et donc voilà. C'était où cette forêt? Elle était à Rheims, dans les Hauts-de-France, qui a soutenu le film. Ah, elles sont belles, les forêts des Hauts-de-France. Jusqu'à la fin, les racines sont là. Ah oui, c'est vrai. L'amour est là. Ouais. Et les racines, c'est Malcolm X qui disait, pour savoir où tu vas, sache d'où tu viens. Nos racines sont tellement importantes. Dans ton film, on découvre que Jimmy, donc le papa, décompense. C'est le terme qui est utilisé. Est-ce que, alors moi je l'ai compris comme ça, c'est à la suite de son licenciement, il décompense. Ça veut dire quoi décompenser? Alors c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre. En fait, la décompensation, quand on est enfant, on se demande ce qui se passe. Et donc du coup, c'est plutôt un espèce de perte de repère, de retrait de la réalité. Effectivement, la société peut amener beaucoup de stress. Et le stress de perdre son travail, c'est un stress qui peut être énorme, comme le stress d'aller à la retraite, enfin de partir en retraite par exemple. Et donc du coup, le travail peut structurer beaucoup de personnes et peut être extrêmement important. Et quand tu le perds, ben, voilà, c'est un glissement qui se fait. Enfin, voilà, dans le film, on est du point de vue des enfants, on est du point de vue de l'expérience. C'est un film expérientiel, c'est pas un film médical. Et donc du coup, la décompensation, c'est ce qu'il dit comme mot médical le psychiatre à la maman qui le retranscrit aux enfants. Et donc c'est un mot qui justement est mal compris et qui fait très peur. Qu'est-ce qu'il a, papa? Bah écoute, il décompense et il fait un épisode psychotique. C'est ce qu'on lui dit à Gina et on la laisse avec ça. Et ce qu'il y a, c'est que, par exemple, moi, dans mon expérience de personnel, la psychose, elle imprime le corps aussi assez fort. C'est pas que quelque chose qui est de l'ordre de l'esprit, c'est quelque chose que tu vois de l'autre côté de la personne que tu aimes et tu comprends pas. Et dans mon cas, moi, je veux dire que les personnes qui ont des troubles, c'est des personnes extrêmement courageuses. Pour moi, c'est des héros parce que le plus souvent, et on n'en parle pas assez, ils luttent. Et moi, je veux dire, je suis aussi fière de mon père, d'avoir, avec ce trouble sévère qu'il a, d'avoir réussi à fonder une famille, transmis des choses. C'est un super grand-père, il a 9 petits-enfants, mes parents ont 9 petits-enfants. Ma maman aussi, j'ai une maman qui est en situation de handicap physique, donc voilà, qui a du mal à marcher, donc avec d'autres difficultés. Mais tous les deux, ont cette force de vie, ce courage qui les fait avancer et nous donne aussi de l'espoir, nous apporte une sorte de philosophie incroyable de ne pas lâcher les bras. Bon, tu aurais pu appeler ce film « Mon père, ce héros », mais je crois que c'est déjà pris. Oui. Avec Depardieu. Donc voilà, le titre était déjà pris. Mais j'en venais au travail, parce que maintenant, on va parler un peu de ça. C'est un sujet qui revient beaucoup, le bien-être au travail. Je voulais juste dire que mon papa, il a travaillé toute sa vie. Voilà, c'est quelque chose que je voulais juste dire, enfin témoigner de ça. C'est qu'on peut travailler au-delà des idées reçues par rapport au handicap. Après, il a mis un certain temps avant de trouver un équilibre aussi avec un emploi. Oui, il faut trouver le travail qui convient, ses compétences, pouvoir s'exprimer, parce que les compétences, c'est quelque chose qu'on peut exprimer chacun dans le travail. On a envie aussi, ça nous valorise. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Donc on en vient au bien-être du travail maintenant. Et ça avec Stéphane. Parce que nous sommes tous des athlètes du quotidien en fait. C'est ça qui est marrant. Il y a une passerelle avec ce que vous racontez. Et on a tous besoin d'être... On a dit qu'on disait tu. Ah, tu. On se dit tu. Non, mais vous racontez toutes les deux depuis tout à l'heure. Il y a ce besoin d'être équilibré pour pouvoir avancer. Et quelles que soient les situations, on peut être par exemple dans un centre d'affaires, la journée se termine mal, après peut-être beaucoup de pression de son responsable ou autre. On a besoin de se détendre, on peut être peut-être juste avant un rendez-vous professionnel avec ce besoin d'évacuer la pression ou
tout simplement après une journée de télétravail. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça aujourd'hui, avec cette envie de se sentir vivant. Eh bien, il y a un concept qui a été développé par Hervé Massion, que nous allons voir dans le reportage qui va arriver, qui s'appelle Sikio, c'est la start-up. Il a créé des espaces de bien-être, des cabines Wellspace dans lesquelles on peut se rééquilibrer, se retrouver, se recentrer sur soi et retrouver effectivement l'énergie nécessaire pour affronter ces épreuves du quotidien. C'est le fruit d'un parcours personnel que Hervé a connu, puisqu'il a été responsable dans une grande entreprise et il a vécu des drames personnels. Il a assisté à des expériences très douloureuses et il s'est demandé comment aider les autres à pouvoir s'épanouir, comment démocratiser le bien-être. C'est ça son concept. Et ça, je rebondis également sur ce que vous disiez, nous sommes des êtres de perception. Voilà, donc on joue avec ces cabines-là, sur toutes les constantes biologiques. On est stimulé visuellement, olfactivement, physiquement. On est massé dans une espèce de fauteuil que j'ai testé. C'est dommage d'ailleurs, j'aimerais bien moi, s'il vous plaît, prendre un petit fauteuil qui me masse pendant que je fais l'émission. Oui, alors c'est très agréable et ce qui est intéressant, c'est que dans ces cabines-là, en fait, les programmes qui nous sont déployés sont adaptés à chaque personnalité, à chaque personne en fonction de nos besoins, de nos envies, de nos contraintes et des petites problématiques du moment. Ça peut être sympa de regarder le reportage et de parler ensuite de cette vision du bien-être qui est développée par Sikio. Sikio, pour la petite histoire, ça veut dire fœtus en finnois. Et vous allez comprendre pourquoi quand vous allez me voir assis dans le fauteuil. Eh bien, regarde. En fait, que quand on était en pression dans une réunion par exemple, on était sous cette pression. Si on n'enlevait pas cette pression tout de suite, eh bien, on allait la mentaliser toute la journée. Le moindre collègue qui allait passer, on allait faire une réflexion, ça allait partir. Et donc il fallait l'enlever. Et l'idée en fait, c'est de ramener en fait les gens dans ces sensations primaires qu'on a pu sentir quand on était bébé. C'est-à-dire tout le monde connaît le bien-être minéral, c'est je vais me faire masser par quelqu'un. Et nous on s'est dit mais est-ce qu'on peut aller à l'hypertechnologie et voir avec l'hypertechnologie ce qu'on peut faire. Les gens à terme vont pouvoir préparer leur séance, vont pouvoir faire de la sophrologie, de la méditation, de la relaxation, de l'hypnose, de la préparation mentale, de la récupération active si c'est des sportifs. Et tout ça en fait va être en interaction, c'est-à-dire quand ils vont être au bord de la mer, ils vont avoir les bruitages de la mer mais en même temps l'olfactif de la mer et voilà. L'idée en fait c'est de vous ramener dans ces sensations qui sont des sensations primaires et c'est des sensations qui nous rassurent. Alors jeune homme, on est ailleurs, hein. Ça fait un sacré effet, ouais. Ouais. C'est bien. C'est très intrinsèque en fait comme sensation en fait. Ouais, et ça fait appel à plein de sensations que l'on peut imaginer dans des films futuristes ou autres, et en fait on se ressent sur soi-même. C'est de faire en sorte, c'est de construire des machines qui vont être des machines spécifiques, qui vont être faites pour le corps médical, où les médecins pourront prendre le contrôle de la machine et, on l'espère, pouvoir faire de la thérapeutique, c'est-à-dire traiter des pathologies. Alors, c'était bien? C'était très très bien. Alors, moi, tu veux y retourner tous les jours? On a tous testé, hein, y compris Nicolas qui cadrait, qui filmait avec moi pendant ce petit reportage. Et voilà, c'est un moment où on sort, on est vraiment bien, on entend des sons de forêt, de mer, on est vraiment stimulé. Puisque nous sommes effectivement des êtres de perception, tout est fait pour que l'on se réveille, que notre corps soit stimulé, soit boosté, soit réveillé. C'est 4 ans de travail quand même hein, pour arriver à mettre en place. Mais ça, c'est un prototype, ça? Alors, c'est un prototype, mais qui fonctionne bien, qui est développé avec des professionnels, thérapeutes, sophrologues, hypnothérapeutes, psychologues, préparateurs mentaux. Donc, ce n'est pas une mince affaire. Ouais. C'est quelque chose de… Parce que dans le bien-être, il y a tout et n'importe quoi aujourd'hui. Ouais. Là, ce n'est pas uniquement de l'ordre du simple massage, du simple film. On a vraiment un programme qui est adapté, encore une fois, à chaque cas. À chaque cas, on a des images de Nico, le cadreur. Alors, ça a été filmé avec un téléphone, mais parce qu'évidemment, il n'y avait plus personne qui pouvait prendre la caméra. Mais regardez, on voit Nico, et qui est Nicolas Oriot. Oh, monsieur. C'est mortel. Je crois que je me suis endormi à un moment donné. Ah. Non, je m'endors pas. Je pense que je vais
C'est trop bien. Je pense que je vais rester là. Ça dure combien de temps en fait? Alors, normalement une séance peut durer de 10 à 30 minutes. Ça dépend effectivement du but recherché. D'ailleurs, les tarifs qui sont aujourd'hui développés par Sikio, c'est de l'ordre de 10 € pour 10 minutes. L'idée, c'est effectivement en fonction de ses besoins, de ses attentes, d'adapter les séances à chacun, très simplement. C'est pas cher. Concrètement, par exemple, là, tu étais comme ça, mais tu avais quoi dans les oreilles? Alors, on a un casque pour effectivement toutes les stimulations auditives. Il y a des parfums qui peuvent être diffusés pour nous stimuler olfactivement et qui peuvent correspondre effectivement aux images qui sont projetées devant nous. Tu te rappelles encore de ce que tu as senti? Alors, nous, on a eu le prototype, donc on n'a pas forcément eu, on n'a pas eu les odeurs qui étaient diffusées. Mais on a eu tout le reste et effectivement on glisse ses jambes dans dans des espèces de compartiments, ses bras aussi, et on a 38 points de pression dans le dos et sur les membres. Je comprends mieux le côté fœtus alors. Mais tout ça est travaillé et c'est assez sérieux puisque effectivement aujourd'hui Sikio est en discussion pour expérimentation clinique avec l'Institut de santé mentale de Verrières, de la mutuelle MGEN. C'est vraiment quelque chose de très important à souligner parce qu'encore une fois, je le dis, c'est 4 ans de travail. Hein. C'est pas juste un petit massage. L'idée, effectivement, d'Hervé, c'est de permettre de trouver un accompagnement à chacun et de permettre ensuite aux professionnels de s'emparer de ces objets-là, de ces professionnels de la santé. Mais il a offert d'ailleurs des séances au personnel soignant pendant l'épidémie. Alors là, il ne le fait plus pour l'instant, mais c'est vrai qu'il l'a fait. Il a offert. Il l'a fait parce qu'il avait fait d'une pierre deux coups. C'est une start-up, il levait des fonds et chaque fois que quelqu'un allait faire une donation ou alimenter le fonds de la start-up, ça offrait une séance aux soignants en période de Covid parce que les soignants étaient eux aussi proches de la rupture, du burn-out. Bon, sa femme est médecin. Et également, sa femme est médecin. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est du gadget, mais pas du tout. On est de plus en plus déconnecté lorsqu'on vit notamment en ville. Quand on voit Nico, on a juste envie de l'essayer quand même. Hein. On a envie de l'essayer. On a envie de s'endormir. Il a été sympa, il ne m'a pas filmé dans les mêmes conditions, mais c'est vrai que j'étais très décontracté à l'issue du test. Oui, tu es resté très pro. On voit quand même. Tu es resté très pro quand même. Genre, oui, on a du mal à trouver les mots. On a du mal à refaire surface et à se dire tiens, ça y est, je suis là. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde, on parle de 55% d'urbains déconnectés de la nature. Et on dit qu'en 2050, ça sera 68%. Ah oui. Donc, jouer sur ces perceptions olfactives, auditives, nous plonger dans un environnement naturel, nous balader, permettre à notre esprit de vagabonder, ce n'est pas une mince affaire, c'est quelque chose qui est en forte demande. Le bien-être, c'est un marché qui explose. Et ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement, nos modes de vie nous déconnectent des choses essentielles d'une simple balade en forêt, d'une simple balade en bord de mer. Et c'est le but de ces cabines, c'est de permettre d'aller au cœur de nos cités, au cœur des endroits où on n'est pas forcément en mesure d'accéder à des conditions de bien-être. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que ces cabines sont disposées dans des espèces de caravanes pour pouvoir faire des tours de France, les disposer un petit peu partout. Ah, et ça, c'est le rêve de Sikio. Moi, je veux ça, je veux ça chez moi. C'est quand même d'amener le bien-être, c'est très artificiel. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre les gens en cité, prendre un grand camion, les emmener en forêt ou à la mer? Dans l'absolu, tu as raison. Dans l'absolu, tu as raison. Mais des fois, moi, quand je me tape 2 heures d'embouteillage, j'aimerais bien avoir une petite cabine chez moi. Et avant de rentrer, faire des bisous à mes enfants, rentrer dans la décompression. Et un petit. Une réponse aussi, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, il y a un institut assez sérieux qui s'appelle le Global Wellness Institute qui a publié un rapport en 2019 et qui dit que les dépenses mondiales dans le monde sont de l'ordre de 7200 milliards de dollars et que plus de la moitié de ces dépenses correspondent au bien-être. C'est un marché qui progresse chaque année de 5,6% en 2020 annoncé. Tu nous en donnes des chiffres. Je vous donne des chiffres parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, nos modes de vie montre bien qu'on est de plus en plus en demande de ces accompagnements-là parce qu'on est de plus en plus coupé de ce qui peut nous rapprocher à la terre, à la forêt, au bien-être, à l'équilibre et nous permettre de continuer à être des athlètes du quotidien. Et c'est quoi, toi, tes astuces pour aller bien? Moi, je pense qu'on peut faire des choses assez proches de nous
Voilà, enfin, je trouve ça intéressant, mais simplement cuisiner avec ses enfants, couper des légumes en écoutant la radio. Et on voit ça dans le film, hein. On voit Jimmy faire la cuisine avec Gina. C'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Moi, je suis urbaine, je vis avec des juifs. Et ce qui est important pour moi, c'est par exemple d'être dans une association INAMAP, une association pour le maintien de l'agriculture de proximité. C'est quelque chose qui permet aussi de se relier à la terre et surtout d'être ensemble dans une association qui va œuvrer aussi, faire des distributions de légumes, mais faire des choses, des petites choses ensemble, lire une histoire le soir plutôt que d'avoir un audio guide. Voilà, vous lisez l'histoire, et puis vous lisez une fois, puis une deuxième fois, et chacun va apprendre à lire un petit peu mieux. Ce sont des petits gestes, je pense, du quotidien. Alors naturellement, quand on est seul, dans une solitude, ça c'est compliqué. Et c'est pour ça que, en se demandant comment ça va, comment tu vas, et en attendant vraiment la réponse de l'autre, voilà, c'est des petites choses, être attentif, c'est ce que j'appelle aller vers, et être ensemble tout simplement, quoi. Voilà. Et donc tu vas bien après cette émission qui est en train de se finir, tu vas bien Véro? Est-ce que tu as passé un bon moment avec nous? Oui, j'ai passé un bon moment avec vous. Oui, on a passé un très bon moment. Merci d'être venu nous présenter la forêt de mon père. Les perspectives d'avenir, c'est quoi les projets? Il est aussi sélectionné dans un autre festival dont j'ai oublié le nom. Alors, il est donc là, il va être dans une section parallèle du Festival de Cannes qui s'appelle Entre deux marches. Donc, c'est sur les films à propos du handicap et aussi avec des films réalisés, fabriqués par des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est la prochaine étape, ça c'est en juillet 2021. On va continuer les ciné-débats et donc il ne faut absolument pas hésiter à nous contacter parce que voilà, être ensemble, c'est important et être ensemble dans des salles de cinéma pour se parler, c'est très important. Il est disponible sur les plateformes de VOD, dans les médiathèques. S'il n'est pas dans votre médiathèque de proximité, demandez-le. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à me faire des retours. Il y a une page Facebook du film. Il y a un magnifique dossier pédagogique préparé, écrit, réalisé par Hélène Daftian et toute l'équipe des Funambules Falleret. Et voilà, ça c'est la suite du film, un film pour changer le monde. Ben, on va suivre ça de près. Merci beaucoup à tous. Merci infiniment Véro. Et Talk Show, c'est fini. Donc nous voilà tous optimistes et confiants finalement. C'est ça la fin de cette émission. Et puis nous, on va se retrouver très bientôt avec d'autres invités dans Talk Show. À bientôt.